Une des raisons qui motive mon engagement politique depuis maintenant 22 ans, sans doute aussi mon engagement philosophe et d'élu local, c'est que nous sommes dans une société qui, de plus en plus, ne laisse de la place qu'à ceux qui sont folles. Et je suis frappé de voir que le modèle d'humanité qui est propagé par le corps social en général, les décisions qu'on prend, la manière parfois même dont on vote les lois, dont on regarde la personne humaine, parfois dont on sollicite les enfants même, comme prescripteurs de publicité ou d'achat de plus en plus. C'est une société qui s'est fait comme modèle d'humanité, non pas la personne humaine comme un être spirituel et corporel à la fois, mais la personne humaine comme performante, c'est-à-dire en pleine possession de ses facultés de connaissance, de consommation, pleinement citoyen, pleinement informé, pleinement connecté, pleinement sportif, pleinement en bonne santé, pleinement tout ça. Point de suspension. Ce qui explique la difficulté insigne que nous avons à faire entrer dans le champ social et même à porter un regard collectif sur les personnes qui ne sont pas dans cette situation de performance. Et regardez le mal que nous avons à considérer que eh bien, il faut donner aux personnes handicapées toute la place dont elles ont besoin pour vivre une vie qui soit la plus normale possible. Regardez la difficulté que nous avons à regarder humainement et calmement, si je peux dire les choses ainsi, les toxicomanes, les personnes sans domicile fixe, les détenus. Au moment où je parle, 99% des détenus ont vocation à sortir de prison, dans moins de 5 ans, parce que c'est le grand homme des peines qui leur ont été infligées. Il n'y a que deux solutions, ou alors on en fait des bêtes faux, et on augmente évidemment de manière spectaculaire les taux de récidive, et il ne faut pas s'en étonner. Ou alors on essaie de les traiter dans le monde carcéral, avec l'humanité qu'ils ne perdent pas en entrant en prison. Un détenu, c'est quelqu'un à qui on supprime la liberté de circuler, pas plus. C'est beaucoup déjà. Et là encore, si vous avez déjà visité dans votre maison de retraite, pour personnes âgées dépendantes, et ça a dû certainement arriver à beaucoup d'entre vous, c'est un monde dans lequel on n'a pas envie de séjourner très longtemps, en réalité. Sans doute parce que la réalité humaine, quand elle est affaiblie, est difficile à regarder en face. Sans doute également parce qu'on projette, dans ces cas-là, on se projette soi-même dans cette situation en se disant pourvu que ça ne m'arrive jamais. Et effectivement, on ne peut souhaiter à personne de devenir soit lourdement handicapé, soit toxicomane, soit mourant, soit personne âgée dépendante ou ainsi de suite. Et toute cette faiblesse de l'humanité, qui est l'humanité, nous avons beaucoup de mal à lui donner la place qu'elle mérite dans le corps social. Et à chaque fois qu'il faut reparler de la manière dont on aide ces différentes personnes, qu'on le fasse de manière indirecte, par le biais du paiement de l'impôt pour redistribuer les richesses, les équipements publics, etc., et tout ce qu'il faut pour tout cela. Quand on paye de l'assurance chômage à ceux qui n'ont pas de travail, quand on donne un revenu à ceux qui ont que ça pour vivre, eh bien, un certain nombre de difficultés se posent. Ça ne va pas de soi. Je ne veux pas dire qu'il faut le faire sans condition, en fermant les yeux, en déresponsabilisant complètement. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il n'est pas spontané qu'un corps social donne à ceux qui sont affaiblis en son sein la place qu'ils méritent et qu'on porte sur ces personnes-là, le regard qu'on devrait porter sur eux. Les mourants sont exactement dans ces catégories de personnes. Parce que ils ne sont plus performants. Enfin, est-ce qu'on peut perdre sa dignité? Il faut s'entendre. Soit la dignité est le statut que nous avons tous, quel que soit notre état, indépendamment de notre état de santé, de notre condition personnelle, de notre capacité sociale de faire ou de ne pas faire les choses, de notre race, de notre couleur de peau, de notre religion, etc. Ou alors c'est pour tout le monde pareil, c'est ma conception et notre conception de la dignité, ou alors il faut y mettre des bornes. Mais à ce moment-là, il faut dire lesquelles et pourquoi. Et même le discours qui consiste à dire il faut mettre des bornes en disant lesquelles et pourquoi, on se rend bien compte que ce discours qui conduit à fractionner l'humanité entre deux catégories, ceux d'entre nous qui méritent le respect, qui ont et qui sont protégés par le droit d'un côté, et ceux qui, pour une raison ou une autre, ne le sont pas, ce discours-là n'est pas tenable.
Jean-François Mattei, qui a été un ministre de la Santé malheureusement célèbre pour son traitement de la canicule qui n'a pas été tout à fait performant en 2003, avait écrit cette phrase qui est terrible. Je la cite mot pour mot. Elle est dans l'introduction de son rapport, et il dit ceci, je cite, « Il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît pas la forme de la condition humaine. » Si vous balayez rapidement l'histoire du XXe siècle, sur le continent européen, à l'est comme à l'ouest, vous trouverez assez facilement des régimes politiques qui ont exactement appliqué cette maxime. Exactement appliqué cette maxime. Et donc, à un moment, la question qui est posée est binaire. Est-ce que nous sommes bien d'accord pour considérer que dans la société où nous sommes, à partir du moment où on a affaire à un être humain, en vie, on doit à cet être humain la garantie pleine et entière de tous ses droits, sans condition, sans restriction, sans exception. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parle? Si on parle d'autre chose, alors on peut absolument tout légitimer. Et demain matin, le Parlement est fondé à prendre la décision qu'il veut, puisque le corps social exprime sa décision dans la démocratie par le biais de ses représentants. C'est vrai dans les communes, c'est vrai au Parlement, et c'est vrai dans les différentes instances délibératives. Et vous voyez qu'à un moment, ce choix est complètement binaire. Et aujourd'hui, je prétends que, même si le discours ambiant, la Déclaration des droits de l'homme, les chartes des citoyens, tous les discours, je ne partage pas forcément la forme des objectifs politiques, mais dans le principe, les discours anti-xénophobes, anti-racistes, anti-tout ce que vous voulez, 1000 fois d'accord avec ça. Même si, encore une fois, il y aurait beaucoup à dire sur la rhétorique et sur les intentions qui sont derrière tout ça. On pense que, effectivement, les sociétés occidentales fonctionnent sur ce principe. Oui, les personnes sont dignes, sans exception, sans condition et sans restriction. Mais j'ajoute, celles qui sont en pleine possession de leur mère. Parce que pour tous les autres, en réalité, la question se pose. Et il suffit de parler un peu avec des personnes qui travaillent dans les couloirs des hôpitaux, dans les services de cancérologie, de gériatrie, des choses comme ça, qui sont habitués et confrontés quotidiennement avec des patients qui s'en vont, pour se rendre compte qu'il y a des bagarres terribles, aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans un certain nombre de services, pour savoir si oui ou non on accélère ou pas le départ de tel ou tel, qui est jugé comme là depuis un peu trop longtemps, qui empêche un malade qu'on pourrait peut-être aider davantage de venir parce qu'il n'y a pas assez de vie. J'en passe et les meilleurs, ce qui nous ramène immédiatement à des impératifs extrêmement triviaux de gestion et de finances, puisque dans les pays où nous sommes, ces choses se passent. Je rappelle que l'Angleterre a décidé il y a quelques années que passé un certain âge, eh bien, un certain nombre de malades ne seraient plus dialysés. Dans les restrictions de l'éthique médicale nord-américaine, parmi les sujets qui sont les plus fréquemment traités, il y a la question de savoir comment on fait pour traiter la situation dans laquelle on a un rein pour 2 personnes qui ont besoin d'une greffe. La pénurie, quand elle s'invite dans le soin qu'on apporte aux malades, fait se poser des questions qui, en principe, ne devraient pas être posées. Dans ce cas-là, la première question, c'est pas de savoir à qui on donne, c'est de savoir comment on trouve un deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais bien qu'on n'en trouve pas toujours un deuxième, je sais bien qu'il manque du sang, qu'il manque tout ça je le sais. Mais le fait qu'on assume dans la réflexion cette pénurie, qu'on la traduise en critères de décision et en modalité opératoire à la fin du compte, qu'on engage des équipes dans ce genre de réflexion, ça prouve que nous sommes effectivement dans une société qui privilégie comme son modèle de référence le citoyen adulte, connecté, en pleine forme et parfaitement informé. C'est ça le modèle. C'est le modèle du consommateur. Je n'ignore rien des impératifs de gestion. J'ai été moi aussi pendant quelques temps adjoint aux finances d'une ville moyenne. Je suis maintenant président de collectivité locale. Je sais ce que c'est que les impératifs financiers, et l'ancien chef d'entreprise que je suis les connaît aussi. Mais la prééminence du caractère et des critères économiques sur beaucoup d'autres critères de décision, à commencer par les critères humains, indique là encore que nous sommes dans une société de la performance qui petit à petit se déshumanise. Dans cet univers-là, la pratique des soins palliatifs nous donne une forme d'éclaircie extrêmement bienvenue.
dans le monde où, effectivement, on n'est pas tout à fait certain qu'il faille effectivement traiter toutes les personnes, le Parti chrétien-démocrate, nous disons, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Avec le plein souci de leur dignité, les soins palliatifs rappellent que toute personne, même incurable, même mourante, même au dernier état, à la dernière seconde de son existence, mérite un respect plein et entier. Plein et entier. Ça, les soins palliatifs nous le disent. Ils nous disent que, alors qu'aujourd'hui, du fait de l'urgence, du fait des multiples activités que nous avons, des préoccupations diverses et variées qui sont les nôtres à tous, les soins palliatifs nous disent que passer du temps gratuitement à côté de quelqu'un simplement pour l'accompagner, uniquement ça, ça n'a pas de valeur. Les soins palliatifs nous disent que c'est pas la peine d'essayer de faire comme si on ne mourra pas. La mort, c'est un événement normal de l'existence. C'est pas la peine de se cacher, c'est pas la peine de... Alors, il faut la craindre, oui, sans doute, mais elle est une part normale, un épisode normal de chacun, de la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Et il faut la regarder comme telle. Pas la fuir, pas la nier, mais en tirer également toutes les conséquences. En termes de solidarité entre nous, en termes d'obligation à l'égard de soi comme à l'égard d'autrui, en termes de comportements sociaux. Et là encore, en termes de prudence par rapport aux soins qu'on doit prendre de sa propre santé, de sa propre vie. Tout ça, c'est ça que nous rappelle la perspective de la finitude de notre propre existence. Et les soins palliatifs nous disent, mais il n'y a pas... Vous allez mourir, c'est ce que disent les praticiens de soins palliatifs et les médecins aux personnes qui rentrent dans les derniers moments de leur existence, parce que ceux qui connaissent un peu ces périodes-là de l'existence savent que la première réaction qu'on reçoit de la part de quelqu'un à qui vous allez mourir dans peu de temps, la première réaction, c'est non, c'est pas possible. Le déni est la réaction normale de ceux qui sont confrontés à la fin prochaine de leur existence. Et petit à petit, il faut les remettre dans la perspective qui est, à court terme, j'allais dire, la fin normale de l'existence humaine. Les soins palliatifs nous redisent tout ça. Ils sont comme une espèce de refuge d'humanité, peut-être au milieu d'un monde qui a tendance à oublier un certain nombre de ses caractéristiques. Et il y a beaucoup de littérature sur la manière dont petit à petit la médecine a perdu de vue ce qui fait notre existence, c'est-à-dire l'unité de chacun d'entre nous, entre son esprit et son corps. Et qui soigne le bras sans soigner le reste, en réalité ne soigne pas complètement ou sans doute pas grand-chose. Et on sait bien que dans la guérison, il y a à la fois la guérison du bras qui est malade et la guérison de la tête qui aimerait bien que son bras soit plus malade. Et il faut traiter les deux. Et si on ne traite pas les deux, on passe pour une grande partie à côté du sujet. Donc les soins palliatifs nous rappellent tout ça. Ils sont un formidable message, d'abord de confiance dans l'être humain, dans le fait que, même si effectivement la fin de l'existence est au bout du chemin, il y a aussi ceux qui restent dont il faut s'occuper. Et qui, à leur tour, auront à transmettre aussi ce fil et cette forme d'héritage. Ils nous disent que le moment particulier qu'est la fin de l'existence comporte aussi une dimension collective et sociale. Et que, à la fin du compte, lorsque un certain nombre de personnes écrivent récemment encore, je pense au président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero, dont vous connaissez le nom, vient de publier un livre qui s'appelle « Ma mort m'appartient ». Je ne suis pas sûr que ma mort m'appartient. C'est la mienne, enfin, c'est la mort de moi. C'est pas comme ma voiture, ma mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne la prends pas là pour la mettre là, je ne la mets pas dans ma poche, je fais pas ce que je veux, je n'ai pas de propriété sur ma mort. Il serait plus juste de dire c'est la mort de moi, comme sujet en tout cas corporel ici. Mais même si c'est la mort de moi, il va bien falloir que le corps social dans son entier me donne une sépulture. Il va bien falloir que le corps social dans son entier s'organise pour que ma mémoire soit respectée et que ma sépulture ne soit pas profanée. Il va bien falloir que le corps social veille à ce que mon honneur ne soit pas foulé aux pieds au seul prétexte que je ne pourrais plus moi-même me défendre. Donc ma mémoire doit être aussi respectée. Et il va bien falloir qu'on tire toutes les conséquences de cette disparition, y compris sur le plan social, ne serait-ce que par la transmission du patrimoine
et le fait que le fil des générations ne s'arrête pas avec moi. Donc certes, c'est un événement qui me concerne moi, évidemment, parce que je vais disparaître. Et regardez toutes les conséquences sociales qui sont attachées à ce fait. Et on voudrait que la mort ne soit que mon problème à moi. Non, bien sûr que non. Ça déclenche tellement d'obligations, ça a tellement de conséquences sur le plan collectif, que je ne peux pas considérer raisonnablement que la mort soit simplement ma mort. Et que par conséquent, je vais en faire ce que je veux. Donc je choisirai le moment, l'endroit, la méthode, et éventuellement celui ou celle à qui je demanderais d'injecter le premier étal dans la poche ou dans la seringue. À cette revendication très individuelle, en réalité très individualiste même, on pourrait dire, presque consumériste, j'y reviens, de sa propre mort, quelque chose qui est très dans ce temps, comme je vous le disais tout à l'heure, et très dangereux parce que cette manière de voir la mort est une façon de plus de renforcer dans le corps social l'esprit individualiste qui pourtant déjà y fait beaucoup de dégâts.